and gentlemen, boys and girls, the conference will begin in now. Voilà, ça marche. Voilà, ça marche. Ça va être un peu participatif, hein? Ah oui. C'est pas du passif, il faut générer le contenu. Tu es d'accord que tu n'es pas dans le cadre? Oui, je suis d'accord, je ne suis pas dans le cadre. Ouais. Ouais. Tu sors du cadre. Ah, encore lui. Oh. Pourquoi on est là aujourd'hui? Fête de la biodiversité? Oui. Alors, répète ma question. Pourquoi on est là aujourd'hui? Pourquoi vous êtes venus? Personne ne sait. Pour créer un nouveau monde. C'est quoi le titre de la journée qui vous a attiré? La fête de la biodiversité. Pourquoi nous fêtons la biodiversité? Parce qu'elle disparaît, la biodiversité. Elle est en disparition. Pourquoi elle est en disparition, la biodiversité? À cause de nous. C'est quoi les nous? Les humains. Voilà. Les humains occidentaux, oui. Pas que, mais largement. On peut dire que le problème, c'est notre faute. Pourquoi on fait ça? Pour gagner de l'argent. OK. Ça, c'est une bonne raison et une bonne critique du système qui est en train de le faire, mais il y a une raison plus profonde. Est-ce qu'on peut le trouver avant de commencer? Pourquoi nous détruisons la biodiversité? La méconnaissance. La méconnaissance, on n'est pas loin, mais ce n'est pas encore là. Pourquoi nous détruisons la biodiversité? Raison très philosophique et profonde. Hein? La peur. Non, encore, mais c'est lié, mais il y a un mot. Ça commence avec S. Non, tout à fait l'inverse. Non. Hein? Non. Non. S-E. Non, mais c'est lié. Non, S-E-P. Voilà. En plus, tu mens. Il y a la séparation de l'humanité et la nature. C'est reflété à tous les niveaux de notre société et même notre vocabulaire. La preuve, vous avez mis au moins 3 minutes à 180 personnes pour trouver le mot, alors que je vous avais donné les 3 premières lettres. OK? Deux. Vas-y, chipote. La séparation de l'humain et la nature. On ne sait pas exactement quand c'est passé, comment c'est passé, mais c'est passé. Nous parlons de créer des zones rewilding, les zones pour la nature, les zones pour nous. Ça continue la séparation. Ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre ce problème. Je vous assure, ce n'est pas comme ça qu'on va résoudre ce problème. La permaculture. Qui aime la permaculture? Voilà. Qui pense que la permaculture, c'est la solution? Ouais, vous êtes moi, ça va, vous n'êtes pas si con que ça ici, c'est bien. Pas si dupe, pas si dupe. OK. Qui connaît bien la permaculture? Voilà, OK. Dans les 12... Oui, lui. Et il y a les 12 commandements selon Moïse. Il y a les 12 principes et les 3 éthiques. Vous connaissez les 3 éthiques? C'est quoi le premier? Hein? Non, ouais. Prends soin de la nature. Et le deuxième, c'est? Ouais, donc on voit même dans les écrits, dans les commandements de la permaculture, la séparation entre l'humain et la nature est écrit et présent. OK, c'est nul la permaculture. C'est nul. C'est nul. OK. Alors, dans les 12 commandements selon Moïse, il y a aussi un des principes qui parle de la biodiversité. OK. Qu'est-ce qu'ils disent, ce principe? Se servir
Valoriser la biodiversité. Okay. Valoriser la biodiversité. C'est la seule fois qu'on trouve le mot biodiversité écrit dans les 3 éthiques et les 3 principes. Donc, on a la séparation qui est incarnée dans les principes, c'est nul. Et on a, pardon, dans les éthiques, et dans les 12 principes, on en a un qui dit vaguement qu'il faut valoriser. OK, mais c'est pas si nul que ça, parce que c'est quand même une porte. C'est une sas. La permaculture, dans sa pratique, ça nous permet de commencer à nous rejoindre individuellement et collectivement à la nature. Donc, pour valoriser la biodiversité, personnellement, je pratique, je fais de la recherche depuis maintenant presque 20 ans. Qu'est-ce que j'ai trouvé? L'intervenant précédent, Hervé Covez, a publié il y a à peu près 10 ans des vidéos sur les limaces et sur les pucerons. Il vous en a parlé? Voilà, OK. Moi, j'ai écouté la vidéo de Hervé sur les limaces. Parce qu'avant, moi, j'avais un couteau à enduire avec 2 vis sur un manche à balai et j'allais dans le jardin le soir et je coupais des limaces en 2, comme ça. Mes courges! Mes concombres, mes salades, mes haricots. Et quand Hervé, il annonce dans la vidéo qu'ils ont trouvé, en observant de près les limaces, que des limaces aiment manger des matières fraîchement mortes, j'ai terminé cette vidéo à 20h30, à 20h45, j'étais dans mon jardin en train de mettre des matières fraîchement mortes autour des centaines de pieds d'haricots qui étaient en train d'essayer de se lever, mais il faisait froid et il faisait mouillé. Et les haricots, c'est comme les étudiants le lundi matin. On n'a pas envie de se lever. Et quand on n'a pas envie de se lever et on est de l'espèce haricot, les limaces, c'est dangereux. Alors que si on arrive à se lever, n'ayons pas le gueule dans le cul, comme haricot, et on se fait pling, c'est des haricots qui font du yoga, qui sont toujours sereines et énervants. Là, ils ne se font pas manger par les limaces. Là, l'haricot se lève, mais quand l'haricot a du mal à se lever, danger, danger. Donc là, j'étais bon. Dans ce bande-là, je vais mettre du pissenlit. Et dans ce bande-là, je vais mettre du plantain. Et dans ce bande-là, je vais mettre du rumex. Et juste de l'herbe. Voilà. Et autour de mes courges que j'avais repiquées aussi. Et le lendemain, parce que moi, je suis un peu apprenti sorcier, tout est scientifique chez moi. Et je suis dehors. Ma première question, c'est quelle est la matière morte que les limaces préfèrent? Instantané, j'entends la vidéo, je suis là, OK. Ah, ben c'est le pissenlit. De loin, c'est le pissenlit. La deuxième observation que j'ai faite ce jour-là, j'ai perdu tous mes courges. J'ai sauvé les haricots, mais j'ai perdu toutes mes courges. Mais ma stratégie à l'époque, comme ma stratégie d'avoir un couteau à enduire pour couper les limaces en 2, la stratégie pour les courges, c'est de faire plein de courges dans la serre pour pouvoir les planter 3 ou 4 fois. Voilà, des limaces les mangent, tu en mets une autre. Les limaces les mangent, tu mets une autre. Les limaces les mangent, tu mets une autre, et peut-être qu'il fait assez beau qu'il y en a un qui survit. Et c'est là, en étant à genoux, avec une nouvelle courge de remplacement, à côté de la courge qui vient de se faire manger la nuit, que j'observe un truc que je pense personne n'avait observé auparavant. Avec la lunette que Hervé m'avait donnée la veille, je vois que j'ai une tige de courge, il n'y a plus rien sauf 1,5 cm de tige qui est creux avec un tout petit filet de bave de limace. OK, vous avez vu ça? Et là, je prends la nouvelle, j'enlève l'ancienne parce qu'elle n'a même pas eu le temps de s'enraciner. Et là, je vois que l'endroit où le limace a décidé de sectionner la courge, c'était là où il y avait des cotylédons. Et les cotylédons sur le nouveau pied, le pied de remplacement, ils sont là, je les vois, ils sont jaunes, ils sont mortes. Et le limace vient faire son job et il mange le premier cotylédon. Là, tu as un bel pied là, toute verte. Il ne se dérange pas de manger du vivant non plus, il mange le tige. Et il mange le deuxième cotylédon. Il a décapité tout le pied et dit « Oh, la matière fraîchement morte !» Tiens. Il le mange. Et toi, tu sors le matin et c'est le résultat que tu as tous les ans. Ah, ben si on enlève les cotylédons,
et on les pose à côté. Quelques pissenlits. Ah, j'ai publié le résultat sur Facebook. Et il y a une centaine de personnes en moins d'une semaine qui m'ont fait les retours en disant « Ça marche !» J'ai contacté Hervé pour lui demander sa permission d'utiliser sa recherche pour pouvoir publier. Oui, oui, non, pas de problème. Et on a résolu un des problèmes avec les limaces. Petite astuce. Des années plus tard, je vois, à force de mettre de la matière fraîchement morte dans mon jardin, Hervé a parlé du fait que les vers de terre, ils aiment bien le caca de limaces. Et le plus de matière fraîchement morte que tu mets, le plus les limaces font caca, le plus les vers de terre montent et descendent. Le meilleur est le sol. Et j'ai observé aussi, quand on plante une plante qui a passé 6 semaines sur les étagères dans le serre, on le met dehors, fait un tout petit peu le gueule. La couleur verte n'est pas la même qu'elle est une semaine plus tard. Et c'est le raccordement. Le raccordement à l'écosystème, le temps que ça s'enracine, une fois que c'est enraciné, une fois que c'est raccordé, la limace ne le touche plus. Et du coup, quand les vers de terre passent à travers le motte, d'un côté à l'autre, elles aident avec le raccordement. Et on arrive avec plein de vers de terre. Là, je faisais des films, je fais le trou pour mes courges, et je filme. Et il y a des vers de terre qui sortent. Et le trou, il se remplit de vers de terre. Waouh, trop bien. On fait une autre. Waouh, trop bien. Eh bien, c'est partout. À force de mulcher, de nourrir le sol, de cultiver le ver de terre, ça fait que le temps de raccordement, il est réduit de 10 jours à 4 jours. Voilà. Valoriser la biodiversité. Arrêter de couper des limaces en deux avec un couteau renversement chabalé. Les nourrir deviennent leurs amis. Le deuxième truc vraiment utile, c'est pareil, c'est issu du travail de Hervé, c'était sur des pucerons. Il a fait un travail d'observation de pucerons et de coccinelles, et en gros, moi je cultive de la puceron dans mon jardin. Toute plante qui peut héberger des pucerons, je l'ai. Je n'ai, à part sur les fèves, où les fourmis font un élevage de pucerons sur le haut des tiges des fèves, j'ai eu des pucerons dans mes haricots 3 fois. Des pucerons dans mes tomates 1 fois. Sur les choux un tout petit peu. Vous connaissez des gens qui font les saisons. Ils vivent en camion, ils ont plein de chiens, ils récoltent des pommes, ils récoltent des raisins, des saisonniers. Les coccinelles, c'est un peu comme ça chez moi. Et il y a des pucerons sur le sureau. Il y a des coccinelles qui récoltent du puceron sur le sureau. Après, il y a des pucerons sur les chardons, sur le rumex. Et en fait, tous les jours, je me promène sur mon terrain, le matin, le soir, même les jours de travail. Et coucou les coccinelles. Je sais où elles sont. Et il y a une saison. Donc, j'essaie de rallonger la saison pour que ces saisonniers restent. Et dès que j'ai un problème dans le jardin avec les pucerons, je prends une branche de sureau, si elles sont sur le sureau. Je pose ma petite branche de sureau pleine de pucerons de sureau, pleine de larves de coccinelles et d'adultes de coccinelles. Je mets dans les haricots. Problème de pucerons réglé. Donc, c'est juste avoir des coccinelles en stock de façon aléatoire et naturelle. Valoriser la biodiversité. Mais qu'est-ce que c'est exactement la biodiversité? Est-ce que quelqu'un veut présenter succinctement en une seule phrase? Qu'est-ce que c'est la biodiversité? Les différentes formes la quantité des différentes formes de vie. Non. Vous allez dans un parc animalier, je vais au parc de Rennes, un zoo. Dans un zoo, il y a des ours polaires, il y a des pingouins, il y a des lions, il y a des tigres, il y a des bisons. Est-ce que c'est de la biodiversité? Non, ça c'est une collection. C'est une collection. Il y a plein de gens avec les petits trucs John Deere, avec des remorques derrière, en train d'amener des quantités de nourriture, de viande, de foin, toutes sortes de choses, pour nourrir ces animaux. Ça, c'est très, très énergivore. La biodiversité, c'est des liaisons fonctionnelles entre les êtres vivants. C'est la quantité de liaisons fonctionnelles. Ça tisse une toile de fonctionnalité et normalement, chaque être va remplir plusieurs rôles et chaque rôle va être rempli par plusieurs êtres. Donc, le plus de monde qu'il y a, le plus sécure c'est. Et on a le malheur de dire un écosystème stable. Et c'est tout sauf stable.
c'est des centaines de milliers d'instabilités empilées les unes sur les autres. Il y en a tellement, c'est comme une essaim. Si vous avez une essaim d'abeilles qui s'en vont, une grosse boule sur une branche, va l'attraper, la grosse boule. Ce n'est pas une grosse boule, ça a l'air solide, mais vous mettez un bâton dedans, c'est visqueux, ça tombe. La stabilité écologique est comparable à cette image-là. Alors, il y a un autre principe dans la permaculture qui est très, très, très fort pour la biodiversité, mais c'est un peu le principe caché. C'est l'avant-dernier. Est-ce qu'il y a des geeks de la permaculture qui... C'est quoi le 11e principe? Vous avez vu l'affiche? Vous avez vu le titre de ma conférence? Voilà, c'est des bordures. OK, les bordures. En anglais, on dit edge. Quand c'était écrit en anglais, c'était écrit edge. Alors, le mot edge, comme le mot design, le mot anglophone qui est très polyvalent, on peut l'interpréter de plein de manières. The edge, vous avez the edge of the cliff, le bord de la falaise. Vous avez the edge of the desert, le bord du désert. Vous avez cutting edge technology. C'est la technologie le plus aux pointes de ce qu'on a développé. C'est un peu comme frontière. Mais dans le sens positif du mot frontière. Je sais qu'en ce moment, quand on n'a qu'un marteau comme outil, tous les problèmes ressemblent à un clou. Quand on n'a qu'un tarif comme outil, tout problème ressemble à une frontière. Pardon, blague politique qui n'a pas fait rire personne. Bon, laisse tomber. Frontière, edge, bordure. Le mot le plus adapté en français pour décrire ce phénomène en permaculture et en écologie, c'est rencontre. C'est la rencontre entre deux écosystèmes. Donc, si vous avez d'un côté le forêt, et de l'autre côté, vous avez regardé la peinture séchée? Moi, je regarde l'herbe qui pousse, moi. Voilà. Et de l'autre côté, la prairie. OK? Vous avez deux écosystèmes. Il y a écosystème A. Et il y a écosystème B. Mais vous avez quelque chose qui se passe entre les deux écosystèmes. On appelle ça comment? La lisière. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve dans la lisière? Les ronces. Allez. Les ronces. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans la lisière? L'ortie. L'églantier. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans la lisière? Du sureau. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans la lisière? Prunelier. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans la lisière? Hein? Les fruits tissés. Ah, de tout ce qui fait des petits fruits. Voilà. OK. Et du coup, qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans la lisière? Les lianes. Mais il y a des trucs qui bougent aussi. Des animaux, des oiseaux, des lapins. En fait, les sangliers, les cerfidés, tous ces animaux, ils passent la plupart de leur vie là. Ils vont un peu dans la forêt. Ils sautent dans les pâtures quand il n'y a personne qui les regarde. Mais la plupart du temps, ils sont là. Et il y a un mouvement. Si vous mettez que des vaches dans la prairie, la lisière va avancer. Parce que la vache, elle n'arrive pas à lutter contre la lisière. Mais si vous mettez des moutons et des chèvres dans la prairie, la forêt va être en recul. Donc, chaque écosystème de part et d'autre est rempli d'êtres différentes. Plus vous avez ce troisième écosystème au milieu, très spécifique,
qui n'est que la conséquence qu'il est entre les deux. Vous enlevez le forêt, vous n'avez plus de lisière. Vous enlevez le pâture, vous n'avez plus de lisière. Mais c'est dans la lisière qu'il y a le plus de monde, parce qu'il y a A plus B plus C. Vous avez des êtres vivants de l'un et les êtres vivants de l'autre, plus tous les êtres vivants qui profitent sur l'interaction entre les deux. Vous avez compris? OK. Très bien. Next. Tiens, on compte. Voilà. Blablabla. OK. Un autre edge. Une autre rencontre entre deux écosystèmes plus grands. La piscine. Ah? Bord de l'eau. Bord de l'eau. OK. Donc, bord de l'eau, la plage. Bord de rivière. Voilà, le bord de rivière. Rivière fait quelle forme, vue du ciel? Un serpent, à un moment donné, il y a des tributaires. Ça branche. Et après, chaque tributaire a branche. Ah là 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 là. Et là, il y a beaucoup de edge. La nature a choisi toujours des formes qui vont donner beaucoup de edge. Vous regardez l'interaction entre vos poumons et l'atmosphère. Entre vous et l'atmosphère. L'atmosphère, c'est un écosystème. L'intérieur de votre corps, c'est une autre. Okay? La forme de vos poumons, c'est le même que la rivière vue du ciel. C'est le même que l'arbre. C'est le même que les dessins dans les feuilles. Ça augmente le edge. Okay? Comme ça, quand il y a une cellule de sang qui arrive, ayant déposé de l'oxygène chez quelqu'un, et il a récupéré du CO2, et il revient, et il passe dans les poumons, il entend le cœur, boum, 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 il dit, oh, je vais le passer dans le cœur, mais je dois déposer mon CO2 au guichet et récupérer de l'oxygène avant de partir. Alors, si c'était des guichets comme ils sont ordonnés à la poste, hein, on sert tous mort il y a longtemps. Mais cette forme-là fait qu'il y a juste disponibilité des guichets. Partout. Il y a toujours des guichets disponibles. Oh, je peux déposer mon CO2, récupérer de l'oxygène, je repars, je fais mon taf. Les arbres, le edge entre le végétal et l'atmosphère. Vous avez un arbre classique avec un tronc, on va dire qu'il fait 5 branches. Sur chacun des 5 branches, il fait encore 5 branches. Sur chacun des 25 branches, il fait encore 5 branches. Sur chacun des 125 branches, il fait encore 5 branches. Quand on arrive au 9e fractal de ce pattern, on est à 400 000 branches. Chacun avec 6, 7, 8, 9 feuilles au bout. Chaque feuille a une surface de quelques centimètres carrés. Un grand tilleul, un grand chêne, un grand châtaignier, vous prenez toutes les feuilles, vous les foutez par terre, les unes à côté des autres, si vous n'avez que ça à faire. Vous avez besoin de 5 hectares de surface. Tout sur un arbre. On ne trouve pas des arbres cons qui ont juste un grand feuille qui s'appelle Elon Musk. Okay? C'est pas comme ça que ça marche, la nature. Okay? La nature a choisi d'augmenter le edge pour qu'il y ait plus d'interactions, pour décentraliser les interactions. Okay. Entre le végétal et la roche, les racines des arbres, ça fait le même format. Le format fractal branchant, ça augmente le edge, mais c'est incalculable. Vous savez combien de kilomètres de capillaires et de veines et d'artères qu'il y a à l'intérieur de votre corps? Alors, qui veut... Pas de Google, hein? Pas de ChatGPT, pas de Grok. Combien? Ouais. C'est 100 000 kilomètres. 100 000 kilomètres. À l'intérieur de chacun de vous. Pour distribuer de l'oxygène et des vitamines et des ressources partout. Voilà. 30 trilliards de cellules à nourrir. 30 trilliards de cellules par personne, en moyen. Chez une grande personne, 36 trilliards. Trilliard, c'est 9 zéros. Non, c'est 12 zéros. Pardon, c'est 12 zéros.
Okay? Sur quelqu'un de plus petit, 28 trilliards de cellules. Tout connecté, 100 000 km de réseau. Donc la nature, elle fait comme ça. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On se regroupe ensemble pour faire collectivité. On décide de faire une ville. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une ville. Normalement, une ville, il y a une rivière. La pauvre, elle n'a rien fait. Quelqu'un trouve moyen de faire un pont. D'un coup, tous les chemins de tous les nomades qui passent par là, tous les chemins se centralisent sur le pont. Ça devient, si tu as du cam à vendre, c'est l'endroit le plus probable que tu vas le vendre parce que c'est là où passe tout le monde. Donc là, le capitalisme s'installe parce qu'on veut vendre des trucs. Et on commence à faire une centre-ville. Et après, on fait un peu plus grand. Et après, la rivière change de couleur. Voilà. Hein. Et on fait un moulin. On appelle ça un moulin à eau, mais on pourrait appeler ça un moulin à caca aussi. Hein. Et après, voilà. Et après, on a découvert le pétrole et le charbon. Et on a fait une ceinture d'usines comme ça, tout autour. Et après, on a désindustrialisé, on a envoyé tout ça en Chine. On a fait des appartements pour les enfants des gens qui ont envoyé leurs usines en Chine. Et après, on fait du lotissement. Non, on ne va pas utiliser verte, tout sauf verte. On fait du lotissement où il n'y a pas d'école, il n'y a pas de magasin, il n'y a pas de médecin, il n'y a absolument rien parce que tout le monde a une voiture pour aller en centre-ville pour ça. Plus des blocs pour des pauvres et des centres de logistique du style Supertruck et compagnie pour que tout ce qui doit rentrer rentre et pour tout ce qui doit sortir sort. Voilà. Voilà, exactement. Alors, est-ce qu'il y a des mathématiciens? OK. De toutes les formes géométriques qu'on peut dessiner, voilà un rond. C'est quoi la particularité du rond? C'est on pense au edge, c'est on pense à le périmètre. La bordure, elle est C'est? La bordure, elle est Le plus petit. Elle peut se connecter avec les plus de... Non, c'est mathématiquement, c'est l'inverse. Le périmètre d'un cercle, d'une forme ronde, c'est le périmètre le plus petit que tu peux avoir par rapport à la surface contenue à l'intérieur. OK? Paris, elle fait à peu près 10 km de large, en moyen. Elle est plutôt ronde. Ça fait 35 et quelques kilomètres de périmètre pour 75 km² de surface. C'est complètement l'inverse de ce qui fait la nature. Pourquoi? Parce que nos villes ont une code ADN défectueuse qui s'appelle centrophilia. Tout le monde veut être au centre, ou à défaut d'être au centre, le plus proche du centre possible. Et ce principe-là, philosophiquement, ça s'étend jusqu'aux réseaux sociaux et tout ce qu'on fait. C'est moi, je veux être le centre, je veux être le centre. C'est une espèce de génétique narcissiste où tout le monde veut être le centre. Dit lui qui est en train de gueuler devant tout le monde. Mais bon, il faut que quelqu'un le fasse. Donc, voilà. OK. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour augmenter le edge de quelque chose? Si vous faites une mare dans votre jardin. Oui, au lieu de faire une mare ronde, tout bête, on peut faire une mare comme ça. Voilà, on pourrait faire, ouais, ça commence à être compliqué à faire, il y a beaucoup de plis dans la bâche. Hein? OK. Mais tu peux venir, s'il te plaît. Oui, toi. Voilà. Voilà. Oui. Voilà. OK. Un humain. Voilà. Ici, il y a le centre. Voilà. Là-dedans, il y a des organes vitaux. Tous contenus dans le cœur, les poumons, le foie, les reins, le système digestif, du début à la fin. Voilà.
Et après, au bout d'un moment, ça fractalise. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Il fractalise par 5. Après, ici, 1, 2, 3, 4, 5. Oh. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais des mots parce qu'il a les chaussures. Mais les humains ont 5 côtés au bout des pieds. Combien d'os dans tout l'ensemble pour le faire tenir debout? 206. 206, merci les geeks. Ou un médecin peut-être. Non, juste geek, ok. Combien d'os dans une main? Oh, je suis là. Mais moi, je me suis préparé. 27. 27. Combien d'os dans un pied? 26. 26. 26 os dans un pied, 27 os dans une main, peut-être c'est l'inverse. Ça fait que 26, ça fait 100, plus de 100 sur les 206 des os sont au bout là. C'est comme l'arbre, que tous les petites branches ils sont au bout. Là où il se passe les choses, c'est au bout. Voilà, merci beaucoup. Donc j'ai une idée. Et c'est juste une idée, j'aimerais bien qu'après vous partagez ça avec les gens que vous croisez. Parce que c'est bien beau de faire de la permaculture, de faire de la méditation, de faire le choix de pleine conscience, de se transformer individuellement les uns et les autres en espérant que cette virus positive va changer l'humanité. Mais à un moment donné, il va falloir qu'une solution vienne d'en haut aussi. Mais c'est à nous d'envoyer l'information vers le haut pour que ça recascade vers le bas. Si on prend Paris, est-ce qu'il y a des parasites dans la salle? Il n'y a qu'un Anglais qui pourrait dire ça. T'es parasite? Ah, pardon. OK. Paris, Londres, peu importe la ville, hein, on a toute la pauvreté au bord. La edge, c'est censé être la zone d'interaction. OK? Vous avez le périmètre, vous avez, comme j'ai dit, vous avez les centres commerciaux et les lotissements. Et au-delà, la nature, hein, le truc dans lequel on s'est séparés, c'est des champs de monoculture. Vous allez dans un parking de Carrefour à Limoges. Celui à Limoges, c'est l'exemple primaire parce qu'il est vraiment sur le bordure de Limoges. Vous allez dans le parking, vous allez à l'edge du parking. Vous regardez par-dessus bord. Il y a des monocultures à perte de vue. Quelques arbres par-ci, par-là. La seule diversité qu'on trouve sur le edge de la ville, selon mes propres observations, c'est la diversité de bouteilles en plastique qui sont remplies de pipi de camionneurs. Le pipi, c'est uniforme. C'est les bouteilles. Il y a du Fanta, il y a du Coca, il y a du Pepsi. Voilà. Mais il n'y a pas de diversité. Tous les pauvres. Il y a tous les pauvres qui vivent sur le bord. Parce qu'eux, ils ne sont pas assez riches pour vivre au centre. Et le paradoxe, c'est que tous les pauvres vivent au bord, mais ils ne connaissent pas la nature. Là, c'est culture urbaine à fond. Comment tu veux qu'on ait une démocratie qui va élire des écologistes si la masse de la population ne connaît pas la nature, ne peut pas connaître la nature? Parce que pour connaître la nature, il faut gagner 3000 boules par mois et pouvoir se payer les vacances dans la nature. Si tu as ça dans les quartiers, la nature, tu t'en fous. Parce que tu es dans la survie. Mais si on change la forme de la ville, et on fait le centre, on a besoin d'un centre, on a besoin de l'opéra, de culture, d'administration, de tous ces trucs-là qu'on arrive à faire quand il y a plein d'humains qui vivent les uns sur les autres. On a besoin de ça pour avoir la science, la technologie, le développement. Mais on dit qu'au lieu que ce soit 10 km, que peut-être 4, ça suffit. Et qu'à partir de là, on fait ça, et on fait ça, et on fait ça, et on fait ça. 2, 3, 4, 5. 5 bras. Pour avoir la même superficie en zone urbaine, le collectif de l'humanité, que malgré le fait qu'on est tous ici des Luddites qui veulent que tout le monde retourne à le faux et à la binette, et à tout faire sur Rocket Stove,
Je ne pense pas que c'est une solution. Il n'y a personne qui l'achète, cette solution-là. Ce n'est pas vendeur. Le edge. Le edge de la ville, maintenant, elle est de 150 km. On l'a multiplié par presque 5. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire dans le camembert? Mettre la nature. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans le camembert? Maintenant, on a une edge. Je vais le dessiner en rouge. C'est la zone d'interaction. Toutes les eaux usées, tout le pipi, tout le caca peut être décentralisé. On peut avoir plein de zones d'interaction. On pourrait se mettre un peu à faire de la toilette sèche. Je ne dirais pas parce qu'il faudra découper l'équivalent de Norvège et le transformer en cire tous les ans. Et on va tous faire toilette sèche. On peut faire les toilettes à eau, mais tous nos déchets peuvent être recyclés de façon naturelle pour fournir les maraîchers. Voilà, on pourrait avoir les maraîchers et des parcs. On pourrait avoir des parcs sur tout le long de la bordure. On pourrait avoir, là sur le edge entre le urbain et la nature, on pourrait avoir des écoles pour que tous les enfants font l'école dans la nature, avec le ville juste derrière. On pourrait avoir des hôpitaux pour que quand tu es malade et tu regardes par la fenêtre de l'hôpital, il y a des arbres, il y a un jardin, il y a des fleurs, il y a peut-être une abeille qui va rentrer dans la pièce si on a le droit d'ouvrir la fenêtre. Avec beaucoup plus de edge, beaucoup plus de bordure, on pourrait faire beaucoup plus de choses. On pourrait avoir beaucoup plus d'interactions. Si le bande urbanisé faisait que 1 km de large, et juste collectivement, on prenait la même forme que toutes les autres formes de vivants sur la planète, on est les seuls à faire ça, sauf le cancer. Les tumeurs, elles font ça. Les tumeurs, c'est quelques cellules dans le corps qui ont dit l'ADN là, nous on va faire notre truc ici. On ne va pas faire comme vous, on va faire une autre. On a réécrit notre code. Et du coup, on va se regrouper ensemble. Et comme on ne veut pas que vous nous attaquiez avec votre système immunitaire défectueuse, on va se mettre en forme ronde. Voilà. Et si ça développe vraiment, ça commence à oser. Et maintenant, c'est très facile, c'est très tentant de regarder l'humanité à partir de Google Earth, de regarder ce qu'on a fait et de dire on ressemble à un cancer, on ressemble à une plaie sur la terre-mère dont on s'est séparé. Mais si on changeait de forme et on se donnait plus de edge et on avait la possibilité d'avoir plus d'interaction, si le zone urbain fait 1 km de large, quand on a marre, tu fais 500 mètres à pied, dans un sens ou dans un autre. Papillons, herbes, l'eau, les arbres, de l'ombre, des pique-niques. C'est accessible à tout le monde. Ce n'est pas accessible parce que quelqu'un a décidé de donner des subventions à un quartier pour que les gens du quartier puissent aller voir la nature pendant une demi-journée, une fois, quand ils avaient 7 ans et demi. OK? Tout le monde peut accéder à la nature et on démocratise l'accès à la nature. Et du coup, au lieu de nous voir comme une tumeur, je veux être optimiste, je préfère nous voir comme un embryon. Un embryon au début, juste après la fertilisation, c'est un cluster de cellules. Et après, il arrive un moment où ça fait... Et je crois qu'on dit... Dans la culture générale, dans les discussions philosophiques de où on va, d'où on vient, on dit qu'on est espèce en adolescence, il faut qu'on grandisse. Non, je pense qu'on est loin de l'adolescence. Je pense qu'on est vraiment un petit embryon qui a donné la nausée à sa maman. Et sa maman est... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, j'ai couché avec lui. Mais on pourrait le changer. Et c'est l'effet edge, c'est l'effet bordure. Voilà. Maintenant, j'ouvre à la discussion. Pour changer ça, là, il faut des tonnes et des tonnes de pétrole, de gaz et de charbon. Pour changer tout ça? Bah ouais. Oui.
Les artefacts qu'ils ont mis en place pour les boucliers maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire si on ne fait pas ça? On va continuer de faire ça. Avec autant de tonnes de pétrole et de... On fait comme un gazin, mais une bombe. Hein. Oui. Je crois qu'on s'y approche. Si on disait juste dans le code d'urbanisme qu'à partir d'un certain moment, on commence à laisser de l'espace, que la forme de la ville ne soit plus autorisée à être circulaire. Mais comment on se déplace? Comment on se déplace? Transport en public, là, fiouk, tu vas aller au centre-ville. Là, 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 là. Ou tu vas à la campagne, dans les triangles. À Paname, il y a une voie verte là. Il y avait aussi une voie de chemin de fer. Oui. Il y a des gains. Il y a? Il y a des personnes. Oui, il n'y a personne. Oui, oui, oui. Et puis il y a des périphériques aussi, les circulations elles sont assez... Oui, parce qu'on est dans une philosophie centrophilique. Pour aller voir des amis, on ne va pas au centre pour revenir à l'extérieur. Non, mais quand tu veux aller de Perpignan à Bordeaux, on t'oblige à aller par Paris si tu prends le train. Mais on essaye de faire au plus court toujours. Oui. Mais rien n'empêche qu'on pourrait avoir les chemins qui font comme ça. Hein. Tout est à designer. Hein. C'est juste vraiment le principe que je lance. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Mais le fait qu'on a le périphérique déjà, pour moi, ce n'est pas une raison. Non, c'est une conséquence. Oui, c'est quelque chose qu'on a fait. Ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose qu'on était raciste. On avait l'esclavage, on a arrêté. On a changé. Tu dois encore avoir les politiques et le courage de tout déconstruire pour refaire un autre système. Oui, il faut qu'il y ait une volonté populaire de le faire aussi. Oui. Et c'est un coût. C'est un coût. Oui, c'est un coût. Oui. C'est un investissement. Je pense que ton projet, ce serait pas mal, mais il faut repartir de zéro. Au centre de la France. Oui. Non, moi, j'ai plus d'espoir que ça. Je pense que même les villes existantes, s'ils sont là, c'est parce qu'on a choisi les endroits pour des bonnes raisons. Quasiment toute ville est aux cause des ponts. On ne va pas aller faire une ville... On l'a fait en Angleterre, on a fait Milton Keynes. On a créé une ville sur un modèle utopique. C'est une grosse merde. Parce que c'était trop réfléchi, il n'y avait rien d'organique. Comme aux États-Unis, quand on a colonisé les États-Unis, on a commencé à développer, on était dans le motif urbain des États-Unis. C'est ça, hein? Le motif du carré, même la division des États, même quand on a divisé le Sahara au début du siècle d'avant, les puissances coloniales, ils ont décidé, nous, on va prendre ça, et toi, tu vas prendre ça, et toi. Vous voyez, la frontière entre la Tunisie, la Libye, etc., et l'Algérie, c'est... Il y a des villes qui se sont construites depuis rien. Il y a Brasilia, notamment, au Brésil. OK. La brésilienne, avec l'architecte, je crois que c'est Niemeyer. Ah. Alors, je ne sais pas trop ce que ça a donné, mais il y avait l'idée de construire ex nihilo une ville capitale, donc administrative, Oui. qui a d'ailleurs une tentative de pollinisation un peu forcée par des bus lors d'une élection présidentielle au Brésil récemment. Oui. Et je ne sais pas exactement comment est-ce qu'elle est organisée, mais je ne sais pas d'ailleurs cette idée effectivement de la fractale, elle est vraiment intéressante. Je ne sais pas si c'est un peu nouveau comme concept en fait d'observer la nature pour essayer d'imaginer la ville de demain. Mais... Oui, le biomimétisme, quand on voit, c'est pas le meilleur exemple au monde, mais c'est un exemple, moi je dis c'est un mauvais pas dans la bonne direction. C'est la ligne qu'ils construisent en Arabie Saoudite, où ils ont décidé cette grosse ligne. Mais les principes vendeurs du truc, ça va être une horreur. Je ne défends pas le projet. Mais les principes de réflexion derrière sur le transport, sur les quartiers, ces fameux quartiers 15 minutes là, que l'extrême droite font peur. Vous allez être clôturé dans votre quartier 15 minutes. Non, mais si on veut arrêter d'utiliser les calories exogéniques, le fossile, etc., pour tout transporter tout le temps, il faut que le boucher, le boulanger, l'épicerie, il faut que tout soit local. Et même pour moi, en tant que designer, je fantasme un peu, mais le fait qu'il y a ces triangles de verte, il y a
les déchets de la ville, si la ville est un peu plus sain, un peu moins chimique, les déchets de la ville, le pipi, le caca, les eaux de ruissellement, elles peuvent être nettoyées et réutilisées dans un contexte d'agriculture de proximité. Et que les gens qui vivent ici dans les bras, ben, vous pouvez presque aller à pied voir le maraîcher. On pourrait peut-être aussi imaginer finalement, parce que Brasilia, je crois de mémoire, il y a des axes effectivement où ils ont reproduit la cellule que tu as décrit à gauche, où en fait il y a des grandes circulations où le noyau est reproduit comme ça. On pourrait imaginer peut-être des fractales à l'intérieur du noyau aussi pour créer Tout à fait. à l'intérieur. Oui. Pas simplement intérieur-extérieur, mais imaginer des Voilà. intérieurs qui soient des extérieurs. On imagine par exemple que la nature est extérieure à la ville, que la verdure, que les parcs, parce que finalement les parcs dans la ville en eux-mêmes, c'est déjà l'idée d'introduire quelque chose de différent, mais où il n'y a peut-être pas la fonctionnalité que tu décris là, avec ce qui pourrait s'imaginer dans le edge. Oui, c'est ça. Et effectivement, la problématique de faire des choses à l'intérieur, si c'est un peu limité, je sais pas. Là, c'est un peu mathématique. Je sais Oui. pas on pourrait fractaliser et faire du edge à l'intérieur. Oui, même un gros parc à l'intérieur d'une zone urbaine qui ne soit pas ronde, qui ne soit pas rectangulaire. Qui soit connecté à l'extérieur. Voilà, qui a... La production, enfin, je sais pas, on pourrait faire de la production maraîchère, par exemple, quand vous imaginez des choses, je sais pas, effectivement, je sais pas. Oui. C'est intéressant. Oui. Le truc que j'ai observé le plus, c'est que même quand Limoges, il y a quelques années de ça, ils ont décidé d'aider à financer l'installation des maraîchers pour faire du maraîchage bio, pour aider à augmenter la quantité de légumes bio et frais de saison consommés par les Limogeois. Le projet s'appelle une ceinture verte. Et vous voyez, c'est encore une ceinture. Ce n'est pas le bordure verte. C'est pas... c'est la ceinture verte, ça encercle. Et C'est vrai qu'autour de Paris, de tout le temps, il y avait la ceinture maraîchère voilà. qui utilisait justement tous les excréments de la ville. Voilà, quand la traction animale était la force motrice principale, et il y avait les quantités de... Et vous faisiez des plus jolis légumes au monde, vous faisiez des plus forts rendements que l'humanité a jamais documenté, et tous vos légumes étaient vendus aux Londoniens. Ouais. Ouais. Well, une grosse partie a été envoyée à Londres, ce qui est dommage. Voilà. C'est un peu le principe qu'avait Underwasser dans ses constructions organiques, où les formes, les immeubles, où les constructions étaient toutes tordues avec beaucoup voilà. de fans. Ouais. Et les toitures végétalisées, récupéraient les toilettes aussi. Oui. L'eau pour les toilettes. Non, les toilettes, les excréments allaient sur les toitures. Ah oui, carrément. Comme du compost oui. potager. Ok, oui. Pour nourrir la toiture végétalisée. Ok. Oui. Le modèle là, il est super parce qu'on est d'accord entre nous, il est désirable. Oui. Comment le rendre désirable auprès de gens qui ne sont pas convaincus de ça? Pour qui le rêve, en gros, c'est d'avoir une grosse bagnole, un ordi, deux télé, un téléphone, etc. C'est-à-dire, dans la matrice actuelle, comment faire passer... C'est le problème qu'on a. Que l'écologie n'est pas très vendeur. Le low-tech encore moins. Voilà. Le low-tech, c'est super quand il y a une panne de courant. Quand il y a une panne de courant et tu as 2 panneaux solaires et un rocket stove, tu es le roi du pétrole pendant 48 heures pendant qu'il remet les lecs. Après, on peut... Mais... Il y a des points à faire, on peut vivre en high-tech. Enfin, j'ai un vélo électrique, par exemple. Oui. C'est pas la panacée, on nous a des déplacements vélo. Oui. Maintenant, c'est l'entre-deux, entre les SUV et le vélo. Oui. On peut utiliser la high-tech pour faire quelque chose de positif, en fait. Je pense que si on prend par le biais de la santé, par exemple, on a une crise de santé mentale en ce moment. Tout le monde est en train de disjoncter, largement parce qu'on est tous en train de faire ça tout le temps, je crois. Mais c'est prouvé que de faire de l'activité physique, ça vaut les antidépresseurs. Mais il faut le coup de pied au cul pour pouvoir... Mais si aller faire un jogging, ça veut dire que tu dois prendre la voiture pour arriver au bord de la ville, ou le train, pour trouver de la nature qui est quand même truffée de bouteilles remplies de pipi et de crottes de chien. Ce n'est pas désirable. Parce que le bord
il est toujours loin. Mais si le bon, il est plus proche de tout le monde, pour moi, l'idée vendeur, c'est qu'on on se reconnecte à la nature de façon fonctionnelle et utilitaire. D'abord, pour que, une fois que tu es connecté de façon utile, tu es en train de faire tes légumes toi-même, et après tu commences à s'intéresser à comment faire des légumes sans faire mal à la nature, en t'intégrant dans la nature pour briser la séparation qu'on a évoquée au début. Et après, tu tombes sur la recherche de Hervé sur les limaces et là, tu es dans l'interaction avec la nature et tu es presque réintégré. Mais c'est vrai que l'écologie, il y a un philosophe, c'est un gros mot, un philosophe de droite canadien qui a dit, si vous voulez résoudre le problème écologique, il faut que tout le monde gagne 3 000 € par mois. Et ce n'est pas faux. Statistiquement, à partir de 3 000 € par mois, on a le luxe de penser à ce qu'on fait à notre environnement. Quand on est sur moins d'une SMIC, on est juste en train de penser à comment on va se nourrir. Donc, il y a aussi le problème de redistribution. Mais ce que j'aime pas dans la redistribution, c'est toujours des enveloppes de fric qu'on va donner pour financer des projets pour que des jeunes qui vivent dans les quartiers peuvent louer un bus et sortir pour voir la nature pendant 2 jours pendant les vacances d'été. Et après, un changement de gouvernement, un changement de budget, on retire l'enveloppe. Ce n'est pas pérenne, c'est toujours dépendant sur la redistribution des unités économiques. Alors que là, la solidarité, il est géométrique. Il est indéniable. Parce que le bordure, il est là et tout le monde est près du bordure et tout le monde se réapproprie. Je pense sincèrement, il faudra, même si on construisait la ville demain, dans un endroit neuf, je ne sais pas qui avait dit... qu'on le fait ailleurs où il n'y a pas une ville, il faudra quand même 3 générations avant que les gens ils le vivent dans la façon dans laquelle je l'imagine. Que tous les enfants vont à l'école et ils apprennent ce que c'est la nature parce que c'est là. Ce n'est pas un cours de nature où on est en train de regarder la nature qu'on a préservée sur un écran. C'est la nature qui est devant. Ce n'est pas la nature qu'on te sort de la classe de façon surveillée, encadrée, pour te montrer ce que c'est la nature. C'est la nature dans laquelle les enfants jouent librement. Qui coupe un ver de terre en 2? C'est pas grave. Ils apprennent. Qui mange un caillou? Il y a mon cousin célèbrement dans notre famille, un cousin aîné du côté de ma mère, que sa maman, ma tante, lui avait trouvé en train de manger des vers de terre. Et après avoir engueulé, et après avoir envoyé pour sa punition, la curiosité lui a pris de force. Et elle lui dit, c'était comment? Il a répondu, c'était mieux que le limace. Okay. On peut organiser des fêtes des voisins dans les aisselles des bras, là. Oui, là. Accélérer le processus, peut-être. Oui, les scènes pour faire de la musique. Des aisselles. Oui, des aisselles, exactement. C'est ça, exactement. C'est des aisselles. Là, c'est là où il y a la culture. Là, c'est où tout le monde, le vendredi soir, tout le monde va au parc pour boire de la bière artisanale. Dans les bouteilles lavables. Pour jouer des guitares. En fait, on boit responsable. Yes. Mais les gens se réapproprient le truc. Je pense que sur un plan global, si on arrête les monocultures et on fait une agriculture plus raisonnée, plus humaine, les plus petites fermes, ben, il faut qu'on enlève les gens de la ville pour les mettre à la campagne parce qu'il faut plus de monde à la campagne. Et ça peut créer des zones de vide dans les villes existantes où après on peut... mais quoi qu'il arrive, il va falloir mettre les ressources. Mais pour moi, le but, c'est une thématique qui s'est développée sur Internet ces derniers 12 à 18 mois. C'est le métabolisme de l'humanité globalement. Donc, si on fait des études sur les mammifères, parce que nous, on est mammifères, alors je vais le bâcler, donc vous allez pouvoir me répondre sur la science, mais si je me souviens bien, si vous prenez le poids de l'animal et vous prenez le nombre de calories que l'animal consomme dans une journée,
et vous faites le carré, je crois que c'est le carré des calories sur un graphique avec le poids. Ça fait une ligne droite, que ce soit le souris ou que ce soit l'éléphant. OK? Et on est toujours à 0,75. C'est le même ratio. Je ne sais pas si c'est le carré du poids ou le carré des calories, mais il y a un des chiffres qui est multiplié par lui-même pour être comparé à l'autre, et on a cette ligne constante. Une des particularités qu'on a, et je pense que la séparation entre nous et la biosphère est liée à cette chose, c'est qu'on est la seule espèce sur la planète qui utilise les calories exogéniques. On fait du feu, on fait des photovoltaïques, on utilise de l'électricité, on utilise de l'énergie qui n'est pas générée à l'intérieur de notre corps. Et si on prend l'humanité comme un organisme, un super-organisme, on fait tous partie du même, on est des cellules à l'intérieur d'un organisme. Je vous avais dit tout à l'heure combien de cellules dans un humain? 30 trilliards. Combien d'humains sur la planète? 7,5 milliards. Bon, disons 8 milliards d'humains sur la planète. Est-ce que vous savez quel animal a à peu près 8 milliards de cellules? Un rat. Donc nous, comme humanité entière, on est un rat. OK? Pardon. C'est juste comme ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Mais notre métabolisme, la quantité d'énergie que nous utilisons, carré, comparé au poids de nous et de tout le béton qu'on a fait, de tous les frigos qu'on a fabriqués, de tous les téléphones, de toutes les voitures, de tous les pneus, de toutes les infrastructures de l'humanité, les usines, les routes, la totale. On prend le poids de la super-organisme de l'humanité. Donc, on triche un peu là. Ce n'est pas que le vivant qu'on va peser. C'est tout le merde qu'on a fait, tous les gadgets qu'on a fait. On est généreux, on est à 1,32 de métabolisme. Hein? Comparé à 0,75. Donc, il commence à y avoir une discussion comment on va faire pour redescendre le métabolisme pour que, globalement, ensemble, nous consommons moins d'énergie pour faire moins de mal et on ramène notre métabolisme à ceux de tous les autres mammifères sur la planète, ou peut-être légèrement au-dessus. Dans les discussions, on parle de viser, si on arrivait à 1 ou 0,97 pour être en dessous le 1, c'est une métrique dans les 10 ans à venir, on va commencer à entendre parler, mais c'est très, très marginal. C'est très sur le bord, sur le edge des discussions. Comment on fait en permaculture pour enlever l'énergie de notre système de production? On fait du design. On place les choses sur le terrain stratégiquement pour que les symbioses se font, pour qu'on économise de l'énergie. Après aussi, quelle énergie? Est-ce que c'est celle qui vient de l'extérieur ou notre énergie? Oui, ben, je pense qu'on ne va pas s'en passer de l'énergie extérieure. Là, maintenant, le Genie, il est sorti de bouteille, c'est bon. Hein. Il va falloir un mix de renouvelables, etc. Mais quand on a toute la nourriture qui arrive des corporations lointaines, qui amènent tout en camion pour le déposer dans un centre de distribution, pour après le redistribuer avec tous les emballages, les machins, tout ça, c'est de l'énergie. On pourrait faire beaucoup mieux. Si on pourrait aller à pied, faire au moins les courses frais, le fromage, les œufs, les salades, avec une agriculture de proximité, pour 75% de la population de la ville, ça fait une grosse différence par rapport au métabolisme global de l'espèce. Tout ça pour enclencher, je pense qu'il faut viser le chapitre après. C'est quel modèle politique et économique. Absolument. Tout ça, parce que le néolibéralisme,
il va pas souffler dans la voile de ce genre de... Oh non, non, pas du tout. Bien d'accord. Pas du tout, non, non. Parce qu'en fait, la ville telle qu'elle a été créée au départ, puisqu'on en était au néolibéralisme, quand tu as fait le rond autour du pont, Oui. c'était pour faire du commerce et du business. Absolument. Donc en fait, tout ça s'est centralisé en cercle Oui. de ce fait-là, et on en est toujours là. Donc comment est-ce que tu veux faire un modèle en étoile, tout en ayant dans le même modèle économique qui a poussé à faire du rond en fait. Ah oui, non, mais il faut qu'on change le modèle économique aussi. Oui, oui, c'est absolument, c'est un changement de paradigme total. Mais le problème, on parle de changer le paradigme. Personne n'est capable, comme a dit le jeune homme qui a disparu là. Hop. Il a dit, comment on va faire pour le raconter aux gens? Ben, il faut qu'on le raconte. Il faut qu'on ait une vision claire pour dire aux gens quelle sera la qualité de vie. Oui, c'est le paradoxe qu'on a parce qu'on est tous favorables à ce genre de... Nous, oui. Ouais, non, Oui. mais nous, mais globalement, ouais. Oui. Je pense que si tu vas voir un Parisien, un Bordelais, un Toulousain, tu lui racontes une histoire d'une ville comme ça, il va applaudir, il va Voilà, avoir de ça. je pense aussi, oui. Et en même temps, si tu parles d'un modèle économique néolibéral, personne ne veut se détacher de ça non plus, fondamentalement. Oui, mais je pense En que... fait, il y a un paradoxe. Oui, c'est mal présenté. Je pense que c'est... Ouais, si on disait que peut-être revenu universel ou pas d'impôt, si on disait pas d'impôt, les impôts commencent à 80 000 par an, je pense que tu as 90% de la population qui dit oui. Parce que 90% de la population gagne moins de 80 000. Si on pourrait tous garder tout ce qu'on gagne. Et après, tous ceux qui sont au-dessus de 80, on prend tout. On prend tout. Ils n'ont pas besoin de tout ça. On prend tout. Oui, oui, ben oui. Oui, 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 oui. Mais c'est, oui, tu as tout à fait raison. C'est tout qu'il faut changer. Mais il faut qu'on raconte aux gens. Voilà. Et dire aux gens, est-ce que vous aimeriez avoir, même à droite, hein, les gens à droite, ils commencent à s'intéresser vachement à leur santé. Hein. Et ils veulent tous de la viande issue de l'herbe, la pâture tournante, le machin, etc. Il y a quand même un coup, ah bon, c'est ce que vous dites, ok, bah, faisons-le. Ce pas les mêmes raisons qui les poussent de converger vers les mêmes... Non, parce qu'eux, ils veulent être forts. Oui. Mais ces deux mondes se rejoignent aussi. ça se rejoint. Oui, 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 ça se rejoint. Ça se rejoint. De plus en plus, ça se rejoint. Parce que la maladie de ce modèle-là, elle est de plus en plus évidente, elle est de plus en plus indéniable et de plus en plus, il affecte de plus en plus de monde. N'oublions pas, mon point de départ, c'était la biodiversité est en danger parce qu'on est séparé de la nature. Donc, moi, la thématique principale, c'est comment on réintègre l'humain et la nature. On arrête de parler de la nature. Okay? Vous connaissez le plus grand des edges. C'est quoi le plus grand des edges? Il y a des zones côtières, c'est grand ça. L'interaction roche-air. Entre la roche nue et l'atmosphère, commençant par les lichens et des mousses, est née la plante, les algues, des fougères, le monde animal, le sol, les insectes. La biosphère, c'est le edge entre l'atmosphère et le lithosphère. Et nous faisons partie de la biosphère. On est sorti de la biosphère, on est né dans la biosphère, et sauf Elon et ses potes qui veulent aller sur Mars, on va tous rester dans la biosphère. Et il faut qu'on commence à penser, il faut qu'on commence à la biosphère, psychologiquement, culturellement. La biosphère, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de l'éroder, en train de couper les arbres, labourer le sol, épuiser la biosphère jusqu'à la roche, le brûler avec la chimie, pour que ça devienne un black rock. Revenir aux origines, peut-être. Oh, non, non, oui, on n'aurait peut-être pas dû descendre les arbres au début. Hein. On était mieux à manger les fruits, à penser à rien. Non, mais c'est culturellement, on pense à tous les systèmes, les services que le biosphère nous fournit. Et
Elle nous fournit de l'ombre, elle nous fournit la fraîcheur, elle nous fournit les courants d'air, elle nous fournit de l'eau, elle nous fournit de la nourriture, elle nous fournit de l'oxygène. Et tout ça, c'est pas dans le GDP, dans le, comment vous dites en français? PEB? PIB. C'est pas dans le PIB. Ça, c'est des coûts, quand on le dégrade, c'est les coûts externalisés, c'est pas compté. On ne chiffre pas. On ne chiffre pas l'énergie dans l'économie réelle. L'économie réelle, c'est une fiction. On ne chiffre pas l'énergie. Vous savez, dans une baril de pétrole, combien d'heures de travail humain il y a dans une baril? 5 ans à plein temps. Vous voyez combien de watts vous êtes capable de produire en poussant une brouette sur une colline? OK? Et vous prenez le nombre de watts qu'il y a dans le baril, c'est 5 ans. Et pas des 35 heures. Hein? OK? Oui, il faut qu'on pense en énergie, il faut qu'on pense à cette biosphère et qu'on dit bah, peut-être notre objectif devrait être de l'épaissir, d'attraper le carbone et le stocker comme on fait dans un jardin en permaculture. Comme Damien, il vous montre comment faire sur ses vidéos. Vous stockez, vous créez de l'abondance, vous créez de l'humus, vous nourrissez le sol, vous faisiez foisonner la biodiversité en mettant plus de hedge dans vos jardins. Yes. Il y a Marc-André Séas qui a une réflexion intéressante sur ça. Alors c'est une idée, c'est une hypothèse, c'est pas forcément tout scientifique, mais il parle du champignon, de l'influence que le champignon a sur la vie en général, en fait. Parce que c'est un peu un des premiers sur Terre avec le lichen, il est un symbiose, tout ça, et sur l'architecture du vivant, jusqu'à nous, le cerveau, comment il est structuré, les poumons, comme tu dis, la forêt, c'est lui qui enlève les branches basses, les composants, etc. Et il pousse jusqu'à... Ça contredit un peu ce que tu dis, mais je pense que c'est jusqu'à l'ère industrielle, c'est vrai, peut-être, c'est le réseau humain, en fait, l'interaction entre les humains aussi, il y a des similitudes avec... oui, absolument. Absolument. Et même l'Internet et l'interconnexion qu'on est en train de faire, il ressemble à un réseau de mycélium. Il y a du biomimétisme presque inconscient qu'on est en train de faire. C'est pour ça que le comparaison à l'humanité, à une tumeur, je l'aime bien quand je veux nous critiquer, mais ce n'est pas un avenir. Si on commence à faire de l'anti-humanisme, là tu te fais dégommer par la droite. Hein. Je crois qu'il y a une étude comme ça qui dit que tout être vivant isolé détruit en fait son environnement, il va absolument jusqu'à tout manger. Oui, il faut qu'il y a un exemple que j'ai entendu récemment, si vous mettez 2 types de microbes dans un bocal, l'un va tuer l'autre. Mais si vous mettez 3 types de microbes dans un bocal, l'interaction devient triangulaire et c'est pierre, ciseaux, papier. Et ça se rééquilibre à partir de 3. Voilà, pour garder l'équilibre. Voilà, c'était juste, c'est des idées issues de, voilà, le phénomène de hedge, la biodiversité, l'effet du bordure, comment on fait nous pour augmenter notre bordure et surtout en observant, en auto-observation de notre espèce, on voit que géométriquement, on est con. Voilà. On a choisi la forme mathématiquement qui a le plus petit bordure. Et que si on veut changer les choses, je pense que c'est une piste. Il y a des bordures aussi dans le jardin. On arrête avec le super-organisme 2 minutes. Dans le jardin, quand vous avez du travail à répétition, pénible, désherber les bordures, c'est parce qu'il y a trop de bordures. Mais si vous voulez stimuler la biodiversité, plus de bordures. Vous économisez du travail, moins de bordures. OK. On est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres idées, d'autres contributions? Est-ce que tu peux revenir sur le premier mot que tu as marqué? J'ai pas tout... Disparition. Disparition de la biodiversité. C'était pourquoi la biodiversité disparaît? À cause de nous, on avait dit. À cause de nous. Mais la raison profonde, on avait évoqué le capitalisme, le modèle extractif, voilà. Mais c'est fondamentalement, c'est le fait qu'on s'est séparé philosophiquement de la nature. On s'est cru au-dessus de la nature. Dans la biodiversité, pour conclure, il y a des espèces qu'on appelle keystone, la clé de voûte.
Okay, des espèces que s'ils ne sont pas là, l'écosystème change radicalement. Le meilleur exemple, c'est le castor. Parce que le castor, comme nous, il construit. Merci, le castor. Le castor, il construit. Qu'est-ce qu'il construit, le castor? Les barrages. Les barrages hydroélectriques? Non. Non. Il construit les barrages. Et il fait que ça, lui. Et quand il construit un barrage, ben, il transforme un flac en étang. Il transforme une prairie en zone humide. Et en fait, il ralentit vachement le cycle d'eau. Parce qu'une fois que les castors sont passés sur un territoire, la capacité, toute l'eau qui tombe, il met vachement plus longtemps à rentrer dans la rivière et finir dans l'océan. Si on enlève les castors, parce qu'on aime bien l'huile qui est dans la queue, parce qu'on peut faire les cosmétiques avec, voilà. On enlève le castor de l'écosystème s'assèche. Les abeilles, c'est une espèce clé, parce que, oui, il y a plein d'autres pollinisateurs, mais les abeilles, ils font du boulot quand même. Le loup, vous connaissez l'exemple des loups au Yellowstone, aux États-Unis. Ils avaient les rivières qui s'asséchaient parce qu'il y avait trop de cervidés, qui mangeaient trop de végétation, qui affaiblit le côté végétal de la biosphère, qui faisait que ça retenait moins d'eau. Ils ont rajouté des loups. Le loup contrôle la population des cervidés, ce qui fait que la végétation repousse, ce qui fait que le sol se réhydrate et la rivière elle a un flux, un débit plus régulier. C'est des espèces keystone. Keystone. Et il y a des gens très optimistes qui pensent que les humains sont peut-être à l'origine une espèce keystone. J'ai un très bon exemple. Vous avez vu tous ces incendies, particulièrement aux États-Unis, particulièrement dans la Californie, parce qu'on a accentué la séparation pour les raisons écologiques. On a dit, la forêt, plus d'humains. C'est bon, l'humain n'intervient plus dans la forêt. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. À l'époque préhistorique, il y avait des énormes animaux sur le continent américain, la mégafaune, qui se promenaient dans les bois. Donc, comme tu as les paresseux géants, les ours géants, les tigres géants, les loups géants, qui se promènent dans les bois, ça écrase toutes les branches qui ont tombé par terre. Ce qui fait que les branches sont en contact avec le sol, ce qui fait que les branches sont humides, ce qui fait que les champignons digèrent les branches et ça régénère l'écosystème. Mais tout le mégafaune est mort à peu près 12 000 ans. On ne sait pas exactement pourquoi, mais il y a beaucoup de gens qui disent que c'était nous. Je ne suis pas sûr, j'y étais pas. Mais les humains peuvent être une espèce keystone parce qu'on a la capacité de regarder un écosystème et dire « Ah, cet écosystème est en chute libre. » Pourquoi la forêt brûle en Californie? Okay. Parce qu'on a enlevé l'interaction, l'humain de l'écosystème et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous les branches qui tombent, ils s'empilent, ils s'empilent, ils s'empilent, ils s'empilent et après vous avez du vent et les canicules au cause du réchauffement climatique et un clope. Et blanc, vous avez un incendie avec beaucoup de combustible. Alors que si tout le bois mort, il est géré, peut-être qu'on pourrait avoir les équipes d'humains qui vont dans la forêt pour broyer, pour renourrir le sol, pour aider à régénérer, pour que ça soit humide. Ma petite blague politique, c'était « Make America moist again ». Mama. Merci. L'humain peut redevenir une espèce keystone. Je vous invite à regarder le Big Green Wall. The Big Green Wall, it's not a Donald Trump project. The Big Green Wall, c'est en Afrique. C'est dans les pays du Sahel, jusqu'à l'Éthiopie. Il y a un projet pour faire une mur verte de plantes pionniers et de forêts comestibles avec des baissières en forme d'écailles de poisson pour récupérer l'eau, pour régénérer le sol, pour arrêter le désert. D'un côté d'Afrique à l'autre.
Je vous rappelle que l'Afrique est 3 fois la taille proportionnellement qu'il est sur les cartes. Il est beaucoup plus grand qu'il apparaît sur les cartes. Projet énorme. On est de l'espoir. Les humains qui décident, là, les raisons économiques sont derrière. Là, les gens, ils veulent le faire. Parce qu'ils sont plus obligés de quitter leur terroir natal tous les ans pour aller bosser dans la ville parce qu'il n'y a plus de pluie, parce que c'est séché. Ils peuvent rester toute l'année maintenant. Là, il y a des bonnes, si vous voulez, les raisons derrière. Le Big Green Wall. Le projet, les Chinois l'ont déjà fait il y a 40 ans. Oui, sur le plateau Laos. Oui, exactement. C'est semblable. Ça a marché très bien. Oui. L'élément humain dans le Big Green Wall, je trouve qu'il est plus subtil, il est plus dynamique. La relation, le paix qu'ils ont pu trouver entre les éleveurs et les cultivateurs, il y avait toujours la violence entre les éleveurs migrants qui circulaient sur les territoires. Quand ils revenaient, ils avaient besoin d'eau pour les bêtes. Il y avait quasiment plus d'eau. Les gens sédentaires qui essaient de rester, il y a 6 chiffres de moutons qui arrivent sur la colline avec tous les bergers. Mais tout ça, c'était inclus dans le design. C'est très, très intéressant. Et c'est des humains qui redeviennent une espèce qui change le paysage de façon positive. À une petite échelle, en France, il y a Courgori. Hervé Coppès en fait partie. Hein, non. Ils veulent refaire des corridors écologiques en France. Voilà, oui. C'est pas aussi vaste que ce projet-là. Oui. Oui, non, Afrique, c'est... Avec le désert qui arrive en face aussi, c'est... Ça motive un peu, je pense. Ça motive, oui. Ça motive. Bon, merci beaucoup.